Déjà, salut tout le monde, effectivement. Et donc, c'est la bêta de Pathfinder Kingmaker. Donc, Pathfinder Kingmaker, donc un jeu de rôle dans l'univers de Pathfinder. Et il est en bêta depuis peu. La bêta est réservée aux gens qui l'ont, entre guillemets, suffisamment backé sur Kickstarter. Je vous le dis tout de suite, c'est un jeu, j'en ai vu quelques vidéos, j'en ai lu 2-3 trucs dessus, ça a l'air vraiment très intéressant, c'est pour ça que j'avais backé. Maintenant, je vais vous le dire franchement, je connais rien au gameplay, je connais rien aux règles. Donc ça va être une totale découverte de l'univers Pathfinder, en même temps que ça va être une totale découverte de ce jeu. Donc on va commencer une nouvelle partie, et donc on va forcément commencer par une création de personnage. On va pouvoir jeter un coup d'œil à ce que vaut la création de personnage et aux différentes options proposées. Alors il y a des personnages pré-générés, généralement je n'aime pas ça sur les jeux de rôle. Donc on va créer notre personnage à partir de zéro. On pourrait prendre un guerrier protecteur, un paladin dégâts mêlés, un ranger archer, un sorcier dégâts AOE ou un clerc healer. Mais on va prendre plutôt un... Crée ton champion à partir de rien. Voilà. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il n'y a pas des masses de portraits. Hein. Il y a 8 portraits. Ça fait pas beaucoup. Bon, encore une fois, on est sur une bêta. Le jeu n'a pas encore de date de sortie à ma connaissance. Donc, certainement beaucoup de contenu de ce que vous verrez sur ces épisodes-là va être sujet à des modifications. Hein, plus ou moins drastiques. Encore une fois, on est loin de la release du jeu. Moi sur les jeux, je pense que si vous regardez un peu mes let's play, vous avez compris que j'aime bien jouer des guerriers plutôt tanky. Donc mon personnage sera plutôt pas cette personne, vous voyez, qui a pas l'air très tanky. Ça peut être celui-ci ou celui-ci qui fait d'ailleurs plus tanky, et je pense que je vais partir. Celui-là fait pas très guerrier tanky, vous voyez, par exemple, c'est pas trop. On va plutôt partir sur ce cher monsieur-là, je pense. Alors mon gars, il y a plusieurs races. Les humains, à la création de personnages, ils ont plus 2 de bonus à une capacité de leur choix. Alors qu'est-ce que les ability scores? Je suppose que c'est après. C'est après les abilities. Alors ils ont fit. C'est une capacité qu'un personnage a maîtrisée. Tu gagnes une feat au premier niveau et une tous les 2 niveaux par la suite. Les humains reçoivent une feat bonus au premier niveau. Ok, skilled, tu as un rang de compétences supplémentaires au premier niveau et un rang additionnel à chaque fois que tu gagnes un niveau. Qu'est-ce que les rangs de compétences? Je ne saurais dire. Encore une fois, je ne connais pas les règles de ce jeu. Je me lance sur un jeu, mais sans y connaître rien du tout. Très classe, évidemment. L'elfe. Très ratio. Familier avec les armes elfiques. Les arcs longs et les épées, non? Voilà, et les arcs courts et les rapières. Sens aiguisé. Les elfes, les gnomes et les demi-elfes ont plus 2 de bonus sur les perception checks. Ok. Magie elfique. Bonus racial de plus 2 sur les niveaux de caster. Fait pour passer outre les résistances des adversaires. Et un bonus de plus 2 sur les skill checks de spellcraft pour identifier les propriétés des objets magiques. D'accord, donc tu veux faire un mage, tu joues elfe. Ça c'est franchement, unité des elfes, tu as plus 2 de saving throw contre les enchantements. Ok. Les nains. Les nains c'est bien, oui, Keen Senses, eux aussi. Familier avec les armes naines, on s'en serait pas douté. N, des orques et des goblinoïdes. Plus 1 au jet d'attaque contre les créatures de type orc ou gobelin, hein, forcément. Entraînement défensif géant. Vous avez 4, plus 4 au jet d'esquive contre les monstres de type géant. Robuste. Les nains gagnent plus 2 sur les jets de sauvegarde contre les poisons, les sorts et les capacités affiliées à des sorts. Stabilité. Les nains gagnent un bonus de plus 4
à leur défense de combat, à leur manœuvre défensive en combat. Lorsqu'ils résistent une charge de taureau ou un effet de chute. Slow and steady. Les nains sont rapides, mais leur vitesse sont lents, pardon. Mais leur vitesse n'est jamais modifiée par l'armure ou l'encombrement. Ok. Donc c'est-à-dire qu'un nain, tu peux lui mettre toute l'armure que tu veux, il sera jamais immobilisé. Enfin, au-delà d'un... On se comprend, quoi. Lui mettre une armure lourde va pas l'immobiliser. Ok. Si jamais je prends un nain, t'as de la constitution, t'as de la sagesse. Tu perds du charisme. D'accord. Si t'es un elfe, tu gagnes de la dextérité, de l'intelligence, tu perds de la constitution. Si t'es un gnome, tu gagnes du charisme et de la constitution, tu perds de la force. Oh mon dieu, sa tête va pas du tout avec son corps, hein, celui-là. Alors, haine des reptiliens. Sylvain du Rif, il est là. C'était un gnome. Résistance à l'illusion. Ouais. Magie gnome. Ouais. Obsessionnel. Plus 2 sur les jets de connaissance du monde. C'est typiquement le genre de truc qui va pas intéresser du tout gnome. Halfling, je pense que ça va être pareil. Sans peur. Donc plus 2 de bonus sur le jet de sauvegarde contre la peur. Mouvement lent. Pourquoi les halflings, ils ont des trucs estampillés gnome? Alors, pied sûr. Les halflings ont plus 2 en athlétique et en jet de mobilité. Kin Senses et halfling luck. Plus 1 sur tout jet de sauvegarde. Ah oui, c'est cumulatif avec Fearless. Donc en fait, les halflings, ils ont plus 3 au jet de sauvegarde contre la peur. Ok. Toutefois, en termes de stats, les halflings, c'est moins 2 en force, plus 2 en dex, plus 2 en charisme. C'est définitivement pas pour faire un guerrier. Le demi-elfe, il a les stats d'un humain. Plus 2 aux ability score comme les humains. Donc par rapport aux humains, la différence, c'est que l'humain, il a fit et skilled. Il a de meilleurs rangs de compétences et il gagne plus de points de compétences. Points de fit, là où le demi-elfe, lui, va garder le bonus au jet de perception. L'immunité des elfes, c'est-à-dire le bonus au jet de sauvegarde contre les enchantements, les sorts d'enchantement et leurs effets. Et adaptabilité, tu as skill focus comme fit bonus au niveau 1. Je ne sais pas ce qu'est skill focus. Mais enfin, le demi-orc, plus 2 en score d'ability, tu as skilled. Donc toi aussi, tu gagnes un rang de skill additionnel au premier niveau et un rang additionnel à chaque fois que tu gagnes un niveau. Tu es intimidant, tu as plus 2 de bonus au jet d'intimidation. Tu es familier avec les armes orques. Et tu as la férocité des orques. Lorsqu'un demi-orc voit ses points de vie passer en dessous de 0, mais qu'il n'est pas tué, il peut se battre un round de plus. À la fin de son tour suivant, à moins d'avoir été remis au-dessus de 0 points de vie, il tombe inconscient. Ok, donc en gros, tu as un round de plus avant de tomber inconscient. Round pendant lequel on peut essayer de te coller un heal pour te remettre à plus que 0 PV, quoi. Donc le demi-orc, notez qu'il n'a pas de modificateur au stat. Ce qui est assez étonnant. Je me serais attendu à avoir... Du coup, je vais faire un humain. Parce que gagner des feats, etc. Je pense que c'est très sympa. Voilà, on va partir là-dessus. On va prendre un homme ou une femme? Dis donc, la femme elle est toute maigrichonne par rapport à l'homme. Alors, on a plusieurs types de corps, mais pour l'instant, voilà, main hand. Tu veux qu'il soit droitier ou gaucher? Droitier, peu importe. On peut changer la coiffure. Pour l'instant, on ne peut pas encore changer le type de corps, ni les visages.
C'est a priori pas encore implémenté sur la bêta. On peut changer la couleur de peau, cependant. Toi, t'as l'air un peu maladif, mec. Alors, on peut prendre tête de cheveux. Ouais. Notez qu'au niveau graphique, pour l'instant, ça m'a l'air assez sommaire quand même. Ouais. Je pense que je vais prendre ça. Hein. Au niveau des coiffures, il n'y en a pas tant que ça. Si vous prenez un elfe, vous n'avez que 2 coiffures hein, pour les elfes. Il y a chauve et il y a avec les cheveux longs, quoi. Voilà. Les nains, ils ont 2 coiffures, chauve et iroquois. Les gnomes, ils ont pas de coiffure, hein, cherchez pas. Les halflings, ils ont 2 coiffures, donc ils ont chauve. Et ils ont une coiffure basique. Les demi-elfes n'ont pas le choix de coiffure non plus. Les demi-orques ont chauve ou avec des cheveux chelous. Donc effectivement, pour l'instant, on sent qu'on est vraiment sur la bêta, sur les premiers pas de la bêta, hein, parce qu'il y a beaucoup d'options de personnalisation qui n'y sont pas. Alors, est-ce qu'on peut te mettre une barbe à toi? Oui, on peut. J'aurais bien qu'on puisse zoomer, hein, hélas. On peut pas. On va pas prendre de barbe. Voilà. Ok. Donc jusque là, bon, on est sur quelque chose qui reste encore simple pour l'instant. Hein. Alors, allons choisir une classe. Donc vous voyez qu'on a ici une progression du personnage jusqu'au 20 niveaux. Si on prend un alchimiste. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Alors, capacité d'alchimiste. Ils sont habitués à utiliser des armes simples et des bombes, ainsi que des armures légères, mais pas de bouclier. Alors, au niveau 1, tu as les capacités de bombe. Au niveau 3, tu as une deuxième capacité de bombe. Ou le niveau 3 de bombe. Au niveau 5, au niveau 7, etc. Donc, tous les 2 niveaux, tu as une capacité ou un niveau de bombe. Alors, tu peux fabriquer des bombes. Donc, un alchimiste peut utiliser un nombre de bombes chaque jour égal à son niveau de classe plus son modificateur d'intelligence. Les bombes se lancent à une portée de 30 pieds, globalement 10 mètres, et utilisent l'attaque spéciale lancer arme explosive. Sur un toucher direct, la bombe d'un alchimiste fait un des 6 points de dégâts de feu plus des dégâts additionnels égaux au modificateur d'intelligence de l'alchimiste. Les dégâts de la bombe de l'alchimiste augmentent d'un des 6 points tous les niveaux d'alchimiste impairs. Globalement, donc, c'est 1 des 6 fois le niveau de bombe. Donc si tu as 8 en bombe, donc ça fait 8 des 6, quoi, si j'ai bien compris. En dégâts, plus le modificateur d'intelligence. Alors, les dégâts d'explosion sont toujours égaux aux dégâts minimum de la bombe. Donc, si la bombe fait 2d6 plus 4 dégâts, les splash damage seront de 6 points de dégâts. On peut les éviter grâce à un jet de réflexe. Le niveau de difficulté de ce jet de sauvegarde est égal à 10 plus plus la moitié du niveau de l'alchimiste. Plus son modificateur d'intelligence. Ok. Alors, alchimiste, de toute façon, dans tous les cas, je vous le dis, hein, ça va pas m'intéresser. Mutagène. Au premier niveau, un alchimiste découvre comment créer un mutagène qu'il peut imbiber pour augmenter ses prouesses physiques au coût de sa personnalité. C'est une action standard de boire un mutagène. Une fois qu'il a été ingéré, il provoque une croissance musculaire de l'alchimiste qui le rend plus bestial, qui lui donne plus 2 en armure naturelle, plus 4 en bonus alchimique pour les compétences sélectionnées pendant 10 minutes par niveau d'alchimiste. En plus de ça, il
une pénalité de -2 à ses capacités mentales. Si le mutagène augmente sa force, elle applique une pénalité à son intelligence. Si elle augmente la dextérité, c'est une pénalité à la sagesse. Si elle augmente la constitution, c'est une pénalité au charisme. Certes. Donc en gros, c'est comme si tu avais des transformations avec les mutagènes, en plus d'avoir des bombes. Ok. Alors, tu gagnes des hit points additionnels à chaque niveau que tu gagnes. Classe favorite, ok. Discovery, au niveau 2, puis tous les 2 niveaux à partir de là jusqu'au 18e, un alchimiste fait une découverte alchimique incroyable. À moins qu'il en soit notifié autrement, un alchimiste ne peut pas sélectionner une découverte individuelle plus d'une fois. Certaines découvertes peuvent être faites si l'alchimiste a fait certains prérequis, comme par exemple d'autres découvertes précédentes. Une seule découverte peut être appliquée à une bombe individuelle. Ouais, bon bref, tout ça, ça va pas m'intéresser beaucoup, hein, je vous le dis. Donc vous pouvez aussi être grenadier, ce qui vous permet d'avoir bombe précise. La bombe ne fait pas de dégâts à vos alliés. C'est sympa. Vivisectionniste, là par contre, vous n'avez pas de bombe. Vous avez les mutagènes. Vous avez le bonus de points de vie. Vous avez une sneak attack. En gros, un rogue qui peut passer sous stéroïde, quoi. C'est assez intéressant. Alors, le barbare. Le barbare, qu'est-ce qu'il a comme compétence? Mouvement rapide. Ensuite, esquive. Alors. Le personnage peut réagir au danger avant que ses sens ne lui permettent normalement de le faire. Elle ne peut pas être prise au dépourvu. Et elle ne perd pas son bonus de dextérité à la classe d'armure si l'attaquant est invisible. Par contre, elle perd quand même son bonus à la dextérité à la classe d'armure s'il est immobilisé. Oui, ça c'est sûr, si tu es immobilisé, tu dodges pas. Ok. Et du coup, ça permet d'arriver au niveau 14 avec volonté indomptable. Pense à rage, un barbare niveau 14 ou plus gagne plus 4 jets de sauvegarde de volonté pour résister aux sorts d'enchantement. Ce qui peut stacker avec les autres capacités. La rage. Un barbare peut gagner la rage pour un nombre de rounds par jour égaux à 4 plus le modificateur de constitution. À chaque niveau après le premier, ça ajoute 2 rounds supplémentaires. Ok. Donc tu es au niveau 10, donc tu as 20 rounds de plus. Enfin, en l'occurrence 18 rounds de plus. Donc ça fait 22 rounds plus ton bonus de modificateur de constitution. Les buffs temporaires à la constitution n'augmentent pas le nombre total de rounds disponibles par jour. C'est logique. Un barbare peut entrer en rage comme une action gratuite. Le nombre total de rounds de rage par jour est renouvelé après s'être reposé pendant 8 heures. Bien que ces heures n'aient pas besoin d'être consécutives. Ok. Alors, durant sa rage, un barbare gagne plus 4 en bonus de morale à sa force et à sa constitution, ainsi que plus 2 bonus de morale sur ses jets de sauvegarde de volonté. Par contre, tu as un malus de -2 à la classe d'armure. L'augmentation de la constitution fournit au barbare 2 points de vie par dé de vie. Mais ce bonus disparaît lorsque la rage se termine et ne sont pas perdus en premier comme les points de vie temporaires. Donc c'est dangereux quoi la rage. Ok. Tu ne peux pas utiliser de compétences basées sur le charisme, la dextérité ou l'intelligence pendant ta rage. Ouais, ça on s'en serait un peu douté quand même. Alors, puissance de rage, bah ça c'est là, donc tous les niveaux, ta rage gagne des points de puissance. Au niveau 11, tu as rage améliorée. Au 11e niveau, le bonus de barbare sur les attaques de mêlée et de dégâts et d'armes de jet et de volonté, c'est plus 3. Et tu gagnes plus de points de vie temporaires pendant la rage.
Au niveau 17, tu as rage, comment dire, tireless, qui ne fatigue pas, quoi. Rage infatigable. Tu n'es plus fatigué à la fin de ta rage. Et enfin, au niveau 20, rage puissante. T'as encore de meilleurs bonus sur ta rage. Ouais, bon. Alors, sens du danger. Tu esquives mieux les pièges. Et tu as de meilleurs jets de perception. Donc, en gros, tu esquives mieux les pièges. Tu détectes mieux les embuscades. Et réduction des dégâts à partir du niveau 7. Et après tous les 3 niveaux, tu gagnes un point de dégâts de réduction aux dégâts plutôt. Tu peux réduire les dégâts à 0 mais jamais en dessous de 0. Ok. Donc tu as le Armored Hulk, une espèce de bête en armure. Armure Proficiency Heavy Armor, Barbarian Proficiency, donc toi tu as la rage, tu as les points de vie du barbare, tu as la stance indomptable, plus 1 de bonus sur les jets de manœuvre de combat. Sur les réflexes save contre les trample attacks. Ouais, tu te déplaces pas plus vite, mais ok, tu as des bonus de résistance. Tu n'as pas le sens du danger. Par contre, tu as résilience d'acier. À partir du niveau 3 et tous les 3 niveaux, tu peux utiliser ton armure pour éviter les coups mortels. Lorsque tu portes une armure lourde, tu gagnes plus 1 à la classe d'armure. Donc au niveau 18, tu as plus 6 à la classe d'armure. Réduction des dégâts. Ouais, donc là, effectivement, résilience of skill et damage reduction, ça a l'air assez sympa. Volonté indomptable au niveau 14. Lorsque tu t'enrages, tu gagnes un bonus de volonté supplémentaire. Ok. Chien fou. Le chien fou, donc c'est le barbare. Il a la rage, mais la rage, il la chope plus tard. Il la chope pas au niveau 1, il la chope au niveau 4. Par contre, il va avoir sens du danger et pack tactics. Alors, au second niveau, un chien fou et sa bête de guerre gagne plus 4 sur ses jets d'attaque lorsqu'ils attaquent en flanquant le même ennemi. Ouais. Donc tu as un compagnon animal avec toi. Ouais, honnêtement, pas le genre de truc qui m'intéresse. Alors, Bard. Inspirer le courage. Ouais, donc t'es un buffer, quoi. Alors, je vais peut-être pas faire toutes les classes et les sous-classes, parce que visiblement, il y en a beaucoup. T'as Stalwart Defender, ça c'est ce qui m'intéresserait bien. Je vais plutôt essayer d'aller regarder du côté de ce qui peut m'intéresser, c'est-à-dire Fighter et Paladin. Alors, le combattant de base, qu'est-ce qu'il a? Feat de combat bonus. Ok. Des points de vie additionnels à chaque niveau, ça d'accord. Courage. À partir du deuxième niveau, un guerrier gagne plus 1 sur ses jets de sauvegarde de volonté contre la peur. Ce bonus augmente de plus 1 tous les 4 niveaux au-delà du deuxième. D'accord. Entraînement aux armures. À partir du troisième niveau, un guerrier apprend à mieux manœuvrer en portant des armures. Lorsqu'il porte une armure, il réduit les jets de pénalité d'armure de 1, ou les pénalités au jet de l'armure de 1, et augmente le bonus maximum de dextérité permis par son armure de 1. Donc ça, c'est une fois tous les 4 niveaux. Donc niveau 3, 7, 11, 15 et 19. Ce qui permet d'avoir du coup des bonus sympathiques. Ça dit au niveau 19, c'est plus la même chose, c'est réduction de dégâts de 5 en plus quand tu utilises une armure ou un bouclier. Ça me plaît bien ça. Entraînement aux armes. À partir du niveau 5, un guerrier peut sélectionner un groupe d'armes. Lorsqu'il attaque avec une arme de ce groupe, il a plus 1 au bonus d'attaque et de dégâts. Tous les 4 niveaux, il gagne un nouveau bonus de 1. Et au niveau 20, il obtient maîtrise des armes. Tu choisis une arme telle que l'épée longue, la grande hache par exemple. Toutes les attaques faites avec cette arme vont automatiquement confirmer... comment
Ah d'accord, donc ça donne un gros boost aux dégâts critiques. Et tu es immunisé aux dégâts. Enfin, aux dégâts. Tu es immunisé aux effets de désarmement. Ça, c'est bien ça. Ça me plaît beaucoup. Défenseur Aldori. Toi, tu as bravoure. Ok. Tu n'as pas maîtrise des armures. Armor training. Par contre, tu as parade défensive à partir du troisième niveau. Quand un seigneur de l'épée fait une attaque complète avec une épée. Dueling sword against. Ouais, donc en fait, à chaque fois que tu fais une attaque à l'épée, tu gagnes un bonus de parade. Tu gagnes une frappe qui peut désarmer, un filet. Bon, par contre, le Sword Lord, en fait, tu vas utiliser uniquement des épées de duel, quoi. Et tu auras quand même la maîtrise des armures, mais uniquement au niveau 19. Ouais, non, ça me plaît pas du tout. Alors, spécialiste du pavois. Alors, barrière explosive au niveau 2. Un pavois, un spécialiste du pavois peut utiliser son bouclier comme écran pour se cacher des sorts explosifs et de leurs effets, gagnant +1 au bonus de jet de sauvegarde de réflexe lorsqu'il emploie un pavois. Ce bonus augmente de 1 tous les 4 niveaux. Ok. Donc tu as la maîtrise des armures. Ok. Tu as l'entraînement au pavois. Au troisième niveau, un spécialiste du pavois gagne l'entraînement l'armure normale. Ok, c'est d'accord. Mais tant qu'il emploie un pavois, la pénalité d'armure est réduite par 3. Et le bonus de dextérité maximum permis par son pavois augmente de 2. Ce bonus augmente tous les 4 niveaux. Ok. Et ensuite, tu as, lorsque tu emploies un pavois au combat, tu n'as pas la pénalité de -2 sur les jets d'attaque à cause de l'encombrement du bouclier. À partir du niveau 5. Au niveau 9, tu as le bonus de bouclier. Gain shield bonus against touch attack. Je ne sais pas vraiment ce que c'est touch attack. Au 13e niveau, tu ne peux plus être flanqué. Ouais, non, c'est bien, mais je pense que le guerrier de base me plaira plus. On va regarder du coup ce que donne un paladin. Alors, frapper le mal. Une fois par jour, tu peux appeler la puissance du bien pour t'aider dans ton combat contre le mal. Le paladin choisit une cible à porter. Si cette cible est mauvaise, le paladin ajoute son bonus de charisme à son jet d'attaque et ajoute son niveau de paladin à tous les jets de dégâts contre la cible de cette frappe. Ouais, ça peut augmenter encore de 2 points de dégâts par niveau du paladin si tu affrontes un être d'un autre plan, un dragon d'alignement mauvais, un mort-vivant, etc. Quelle que soit la cible, Smite Evil automatiquement passe n'importe quelle réduction aux dégâts que la créature peut avoir. Par ailleurs, pendant que Smite Evil fait effet, le paladin gagne un bonus de déflexion égal à son modificateur de charisme à sa classe d'armure contre les attaques faites par la cible de Smite. Par contre, si jamais la créature n'est pas d'alignement mauvais, le sort est perdu. Donc tu peux faire un smite par jour. Au 4e niveau, tu as droit à un deuxième smite par jour, c'est ça? C'est ça, à tous les 3 niveaux, tu gagnes un smite par jour. Alors tu as aura de courage, au 3e niveau, tu deviens immunisé à la peur, magique ou autre. Chaque allié à moins de 10 pas gagne +4 bonus en jet de sauvegarde contre la peur. Et ça ne fonctionne bien sûr que si le paladin est conscient. S'il est mort, ça ne marche pas. Ça, bravo. Au 8e niveau, tu as l'aura de résolution. Le paladin devient immunisé aux effets de charme.
Tous les alliés à moins de 10 pas ont un bonus au jet de sauvegarde de plus 4 contre les effets de charme. Au 11e niveau, tu as la marque de justice. Tu peux dépenser 2 utilisations de Smite Evil pour que tous tes alliés, pendant 1 minute, puissent avoir les bonus de Smite Evil. Ouais. Aura de foi. Les armes d'un paladin sont traitées comme d'alignement bon pour, dans le but de surpasser la réduction des dégâts. Ouais. Aura de vertu. Au niveau 17, tu gagnes une réduction de dégâts de 5 contre le mal et une immunité au sort d'obligation. Tous les alliés ont plus 4 en bonus, ok. Alors, pitié, au 3e niveau et tous les 3 niveaux, un paladin peut sélectionner l'une de ses pitiés. Elle ajoute un effet à la capacité d'imposition des mains du paladin. À chaque fois que le paladin utilise l'imposition des mains pour soigner des dégâts à une cible, la cible reçoit aussi les effets additionnels accordés par le paladin. Mais il n'y a pas de liste des mercies par contre. Alors, lien aux armes divines. En atteignant le niveau 5, un paladin forme un lien divin avec son arme. Lors d'une action standard, il peut appeler l'aide d'un esprit céleste pendant 1 minute par niveau de paladin. Alors, au niveau 5, l'esprit donne un bonus de plus 1 à l'arme. Tous les 3 niveaux au-delà du 5e, l'arme gagne un autre bonus de plus 1 pour un maximum de bonus de plus 6 au niveau 20. Ces bonus peuvent être ajoutés aux bonus existants sur l'arme. Ils stack avec les bonus existants sur l'arme jusqu'à un maximum de plus 5. Sinon, ils peuvent aussi être utilisés pour ajouter des propriétés à l'arme. Axiomatique, d'énergie brillante, de défense, de disruption, flaming, etc., etc. Ces bonus sont ajoutés à toutes les propriétés que l'arme a déjà. Mais les propriétés en double ne vont pas stacker. Ok. Et alors. Tu as Additional Use à partir du niveau 9. Ok. Tu as Grâce Divine au niveau 2. Tu as un bonus égal à ton bonus de charisme sur tous tes jets de sauvegarde. Soin divin, tu deviens immunisé aux maladies. Canaliser l'énergie positive. Quand tu atteins le niveau 4, tu as la capacité de canaliser l'énergie positive comme un clerc. Ça consomme 2 utilisations d'imposition des mains. Cette énergie peut être utilisée pour causer ou soigner des dégâts selon la nature des créatures ciblées. Les paladins canalisent l'énergie positive et peuvent choisir d'infliger des dégâts aux créatures mort-vivantes ou de soigner les créatures vivantes. Ça crée une explosion qui affecte toute créature d'un type donné, soit mort-vivant, soit vivant, dans un rayon de 30 pieds centré autour du paladin. Donc c'est une PBAOE de 10 mètres de rayon. Le montant des dégâts soignés ou infligés est égal à 1d6 points de dégâts plus 1d6 par 2 niveaux de paladin. Donc au niveau 7, donc au niveau 3 ça fait 3d6, niveau 5 ça fait 5d6, au niveau 7 ça fait 7d6 par exemple, soit en soins, soit en dégâts. Sachant que c'est une AOE, ça peut être assez sympathique. La difficulté pour les jets de sauvegarde, c'est 10 plus la moitié du niveau de paladin plus de son modificateur de charisme. Le paladin me plaît bien aussi. Imposition des mains sur les autres. À partir du niveau 2, un paladin peut soigner les blessures, les siennes ou celles des autres, par le toucher. Chaque jour, il peut utiliser cette capacité un nombre de fois égal à la moitié de son niveau de paladin plus de son modificateur de charisme.
Par utilisation de cette capacité, le paladin peut soigner 1 des 6 points de dégâts tous les 2 niveaux de paladin. Donc si tu es niveau 5, tu peux soigner 3 des 6 points de dégâts. C'est une action standard, sauf si tu l'utilises sur toi-même ou c'est une action rapide. Ok. De manière alternative, tu peux aussi utiliser ce pouvoir de soin pour infliger des dégâts aux morts vivants. Ok. Le paladin me plaît bien hein, aussi, je dois avouer. Alors, le chasseur divin, il a quoi? Il a le Smite Evil, il a le Mercy. Divine Hunter Bond. Tu formes un bonus, ouais d'accord, donc tu as un bonus sur ton arme à distance. C'est une espèce de paladin à distance, ça va pas m'intéresser beaucoup. Alors l'hospitalier, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au paladin? Pas grand chose de différent. T'as moins de Smite Evil en tant qu'hospitalier, clairement. T'as les auras. Par contre, au niveau 20, t'as champion, t'as Holy Champion, bah chez les paladins aussi d'ailleurs. Niveau 20, tu deviens un conduit pour le pouvoir de ton dieu. La résistance aux dégâts augmente de 10 contre le mal. Et à chaque fois que tu canalises l'énergie positive ou que tu utilises l'imposition des mains pour soigner une créature, ça soigne le maximum possible. Donc hospitalier, honnêtement, par rapport au paladin, je vois pas où est-ce qu'il a en bonus en fait par rapport au paladin. Divine Weapon, il peut aller à plus 6, 3 Additional Use, Channel Positive Energy, Lay on Hands, Divine Health, Divine Grace, DS, PP, Alignement, Restriction, ok. Le paladin il a quoi? 2, 2, 0, plus 1. Sort de paladin, infini. Ah, je vois pas là. Classe, skill, athletics, knowledge, lore, persuasion, knowledge, lore. Quelle est la différence entre l'hospitalier et le paladin? Je vois pas. Un paladin qui cesse d'être loyal bon perd tous ses sorts de paladin et toutes ses compétences de classe. Je vois pas trop où est la différence entre le paladin et l'hospitalier là. Ah si, là. Lui il a la marque de justice. L'hospitalier il a l'aura de vie. Au 11e niveau, il est immunisé aux effets de mort. Tous les alliés dans les 10 mètres sont aussi bénéficiaires d'un jet de sauvegarde de plus 4 contre les effets de mort. Ouais. Ouais. Non, paladin me plaît bien, mais je pense que je vais quand même partir sur un fighter. Pourquoi pas, hein. Alors, attaque de mêlée. Donc on a 25 points de stats. Et on a des points de skill. Ok. Alors, pour un guerrier, il faut de la force et de la constitution. Non. Donc pour passer jusqu'à 13, ou même jusqu'à 14, non, jusqu'à 13, chaque point coûte 1 point. Passer de 10 à 11, ça coûte 1 point. Passer de 13 à 14, ça coûte 2 points. Jusqu'à 15. À partir de 15, ça coûte 3 points. Jusqu'à 17, ça coûte 4 points. Donc si vous voulez mettre 18 dans une stat, c'est assez chaud, hein. On peut toujours essayer de faire ça, hein. Bonus racial. Force.
Dextérité, constitution, intelligence. Ah, parce qu'en plus, t'as droit à 2 points de bonus racial, toi. À ce moment-là, attendez. On va plutôt passer en bonus racial sur la force. Ouais, voilà. On va faire un mec super balèze. Alors, donc vous voyez votre classe d'armure, vos jets de sauvegarde. La classe d'armure c'est 11. Donc j'aime bien le... faites un clic droit pour plus d'informations, faites un clic droit, il y a 0 info. Hein. Flat-footed. Si vous êtes attaqué par une attaque contre laquelle vous ne pouvez pas réagir, les bonus de dextérité que vous avez ne s'appliquent pas. En ce cas, votre classe d'armure est calculée sans le bonus de la dextérité. Ah ok. Contre les attaques de toucher, c'est 11. En vitesse, tu as 30. En jet de sauvegarde de fortitude, tu as 5. Volonté 0, réflexe 1. Et tu as droit à 2 skill points. Alors. Lui te conseille connaissance du monde, connaissance de la nature, persuasion et athlétique. On va prendre l'athlétique. Athlétique, c'est utilisé pour tout ce qui est grimper les murs, sauter, nager, attraper des objets. Voilà. Et on va prendre en mobilité. Pourquoi pas, hein. Alors. Bon, c'est là que ça se complique. On va essayer de comprendre comment fonctionne le système d'abilities. Alors, manœuvre agile, alertness, combat casting. Oh là là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et pour beaucoup de choses, il n'y a même pas d'icône, c'est juste des lettres. Alors, au niveau 1, on va avoir a priori feat de combat bonus et point de vie. Alors, en première capacité, qu'est-ce qu'on va prendre? Première feat. Manœuvre agile. Vous avez appris à utiliser votre rapidité à la place de la force brute quand vous faites des manœuvres de combat. Vous augmentez votre bonus de dextérité à votre bonus d'attaque au lieu de votre bonus de force. Non, pas du tout. Alertness, vous avez plus 2 au jet de perception. Si vous avez au moins 10 rangs dans cette compétence, le bonus passe à plus 4. Alors, Armor Focus. Vous êtes familier avec un type d'armure spécifique, ça augmente la protection que vous en recevez. Sélectionnez un type d'armure. La classe d'armure donnée par cette armure augmente de 1. Tiens, ça peut être très bien. On va prendre Heavy Armor Focus, évidemment. Ensuite, combat en aveugle. En mêlée, à chaque fois que vous ratez, parce que vous ne voyez pas bien, vous pouvez relancer votre jet de toucher pour voir si en réalité vous ne touchez pas. Un attaquant invisible n'a aucun avantage pour ce qui est de vous toucher au corps à corps. Cela veut dire que vous ne perdez pas votre bonus de dextérité à la classe d'armure. Blind Fight, ça peut être utile. Combat de casting, non. Combat de réflexe. Vous pouvez faire plus d'attaques d'opportunité. Vous pouvez en faire. Vous avez un bonus au nombre d'attaques d'opportunité égal au bonus de dextérité. Ouais. Défense coordonnée. Quand vous êtes adjacent à un allié qui a aussi cette feat, vous avez plus 2 en compétence aux manœuvres défensives. Ouais, il faut que les 2 personnages aient cette feat, donc bon. Entraînement au combat défensif. Pour calculer vos manœuvres défensives au combat, vous traitez votre nombre total de dés de vie comme bonus d'attaque. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Die hard, dur à cuire. Vous êtes particulièrement dur à tuer.
Lorsque vous passez sous 0 point de vie mais que vous n'êtes pas tué, vous pouvez vous battre. Ah ouais, donc c'est le truc des orques, quoi. C'est Orc Ferocity, en fait, Die Hard. On va prendre ça, ça peut être utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Power Attack. Tu prends une pénalité de -1 sur tes jets d'attaque pour avoir plus de dégâts. Généralement, je n'aime pas ça. Shield Bash. Donc en gros, tu peux te battre avec ton bouclier. Cela provoque des pénalités standards de combat à 2 armes si tu as une arme dans l'autre main. Le bouclier léger fait 1 des 3 points de dégâts, c'est une arme légère. Le bouclier lourd fait 1 des 4 points de dégâts et considéré comme des armes à une main. Ouais, bah du coup là c'est pas très intéressant. Shield Focus augmente la classe d'armure octroyée par les boucliers, c'est bien. Shield Wall. Lorsque vous portez un bouclier et que vous êtes adjacent à un allié qui a également 7 feats, le bonus de classe d'armure de votre bouclier augmente selon le bouclier porté par votre allié. Ouais, non. Toughness, vous gagnez 3 points de vie pour chaque dé de vie que vous avez au-delà de 3. Vous gagnez également plus 1 point. Si vous avez plus de 3 dés de vie, vous gagnez plus 1 point de vie supplémentaire quand vous gagnez un... Je ne comprends pas forcément ce que c'est, mais bon, ça augmente les points de vie. Hein, généralement, c'est bien. Donc au niveau 3, on aura une feat. Au niveau 5, on aura une feat, etc. etc. Ouais. Ok. Donc, on va choisir ça. Hein. Alors, c'est quoi la voix? Carve my name onto your flesh. Strike as one. We cannot be defeated. A solid plan. Let's hear you cry. Time's not waiting. I didn't even break a sweat. Alors on a quoi qui est sympa ça? Together we stand. Ah non. Calm down. Pragmatique. Not dead yet. La date de naissance, on va prendre le 1-7. C'est-à-dire comme moi. Ça s'appelle pas 1er juillet en l'occurrence sur le jeu, mais c'est pareil. Donc le personnage sera Valandril. Et en alignement, vous avez quoi? Loyal bon, neutre chaotique neutre, neutre vrai, loyal neutre. Ça me rappelle certains alignements. Chaotique bon. Généralement sur les jeux typés Donjons et Dragons, c'est ce que je prends. Alors on va voir ce que vaut ce personnage. Donc on a une vue de ce personnage. Donc le mec sera guerrier toute sa vie. Hein. Je veux dire, si j'avais voulu qu'il soit multiclassé paladin, il aurait certainement fallu que je mette un peu de charisme. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'une bêta. Hein. On est juste là pour découvrir le jeu. Ça fait presque 50 minutes qu'on y est. Tout ça pour créer un simple guerrier. Donc, je vais faire une pause. Je vais arrêter là cet épisode. Et je reviendrai. Donc, je vais faire une pause de 2-3 minutes. Je vais chercher un truc à boire. Et puis, je reprendrai après pour attaquer le gameplay de ce jeu. J'imagine qu'on va d'abord avoir une petite cinématique d'intro. Bah, c'est très bien. On va s'occuper du blabla après la pause. Donc je vous dis à dans 2 ou 3 minutes ou au prochain épisode pour les gens qui regarderont ça sur YouTube. A tout de suite.